Madame, Monsieur, bonsoir. On vote en France depuis ce matin. En dehors des grandes villes, les bureaux de vote ont fermé ou sont en train de fermer leurs portes. Plus de 40 millions d'électeurs étaient appelés à choisir entre les 16 prétendants à l'Élysée. Ce premier tour n'a pas mobilisé les citoyens. Le taux d'abstention à 19 h serait de 28,5% selon les premières estimations Ipsos. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, pour ce dimanche d'élection, voyons comment les Bretons, qui généralement remplissent avec le plus d'assiduité leur devoir civique, ont voté aujourd'hui. Jacques Deveau, Larbi Benchir. Oh là là, une natie. C'est sûr, les candidats ne manquent pas, 16 précisément. Aussi, la collecte des bulletins est un peu fastidieuse. Mais la règle républicaine est à ce prix. Mais 16, ça fait un peu beaucoup quand même, non? Ça fait rien, on triera à la fin. Nous sommes à Mélé, petite commune rurale près de Fougères. 543 électeurs inscrits. Ici, voter est loin d'être une corvée. Mon devoir est fait. Pour le bon? Je l'espère, je l'espère. Je l'espère. Ils sont tous bons, mais il y en a peut-être qui sont meilleurs quand même. Oui, mais je n'ai pas... Au bureau de vote, on n'est guère sourcilleux. L'ambiance est résolument bon enfant. Avec ou sans sucre, l'autre? Et le café, on le prend entre l'urne et les bulletins. Ici, effectivement, c'est le moment de se rencontrer. Vous avez vu, on connaît les gens, c'est l'occasion d'échanger. On prend un café ensemble, on va aller boire un coup après. C'est l'occasion de rencontre pour nous, puisqu'on connaît quasiment tout le monde. Tout le monde passe au même bureau de vote. Donc, je trouve, de temps en temps, je me dis, s'il y avait des élections tous les dimanches, on se rencontrerait plus souvent, ça serait plus marrant. Les élections sont aussi une aubaine pour la boulangère itinérante, traditionnellement installée devant la mairie. La semaine dernière, j'ai vu 10 clients, tandis que là, je suis rendu déjà à 15 clients, alors que ça fait 10 minutes que je suis arrivée. À Mélé, 75% des électeurs se sont déplacés pour voter. Une participation convenable, peut-être parce qu'ici, la citoyenneté s'apprend de bonne heure. Les politologues pronostiquaient un taux d'abstention record. Depuis 1 heure maintenant, le scrutin est clos dans la plupart des circonscriptions. Selon les premières estimations Ipsos, l'abstention se situe autour des 30%, peut-être un peu en dessous, Stéphane Despinois. Oui, on peut confirmer un taux d'abstention record, une première pour la Ve République, c'est-à-dire un taux qui serait plus proche des 30% que des 20% du scrutin de 1995. Alors c'est pour l'instant un taux de participation qui est en retrait de 6 points par rapport à l'élection dernière de 95 et de 11 points par rapport à celle de 1988. On voit donc le recul. Alors il y a certaines zones qui ont davantage été touchées. On peut citer 2 départements, le département du Nord et le département du Bas-Rhin. Ces 2 départements sont en retrait de 15% et les 2 villes, Strasbourg et Lille, elles ont voté à moins 10 points. Donc vous voyez qu'il y a un certain retrait. Même les départements qui étaient les plus civiques, en tout cas là où les gens allaient voter le plus tôt, eh bien eux-mêmes sont en retrait de quelques points. Alors on peut citer les départements de la couronne parisienne qui eux ont voté en deçà des 50%. Sans doute un effet des vacances scolaires. Une chose est sûre, la campagne électorale avait été jugée peu passionnante et cela semble se traduire dans les urnes ce soir. Merci Stéphane Despinois. Le président de la République, accompagné de son épouse, votait en fin de matinée à Saran, en Corrèze, dans le village dont Madame Chirac est conseillère municipale. Les sympathisants du chef de l'État, présents dans la petite salle des fêtes, ont ouvert des bouquets de muguet. Jacques Chirac, sous l'objectif des photographes et des caméras, n'a pas pris la totalité des bulletins de vote. Il s'est arrêté devant la pile de bulletins de Lionel Jospin, déclarant « Voilà, j'en ai assez ». Jacques Chirac qui a regagné Paris à la mi-journée. Quant au Premier ministre, c'est dans son fief de Sainte-Gabelle, en Haute-Garonne, qu'il a accompli son devoir électoral, à peu près à la même heure. Lionel Jospin s'est emparé, lui, de tous les bulletins avant de se rendre dans l'isoloir. Lionel Jospin, qui, je vous le rappelle, est conseiller général de Sainte-Gabelle, il a été applaudi à la sortie par les habitants qui entouraient la mairie. Il a regagné Paris avant le déjeuner en compagnie de Jean Clavani. Les 14 autres candidats avaient également tous voté avant la mi-journée. Je vous propose ce tour d'horizon, scène de vote des différents prétendants à l'Élysée. Alix Bouillaguet. Bon, c'est parti. C'est l'heure. Top chrono. Jean Saint-Josse a été matinal. Et c'est dans l'unique bureau de vote de Coarraz, dans les Pyrénées-Atlantiques, qu'il a voté. Coarraz, le fief du candidat de chasse, pêche, nature et tradition. À voter et à bien voter. Toujours dans le sud-ouest, cette fois-ci nous sommes dans une cantine scolaire de Bègle, près de Bordeaux. C'est bon? C'est bon. Voilà. La ville dont le vert Noël Mamère est le maire. Merci. Un seul bulletin pour Arlette Laguillet au lieu des 16 traditionnels.
Je ne vais pas faire l'hypocrite, hein, vraiment. La candidate de lutte ouvrière a voté au Lilas, en Seine-Saint-Denis. Non loin de là, dans le Val d'Oise, à Montigny-les-Cormeilles, Robert Hue, lui, a pris tous les bulletins. Je suis obligé de prendre tout parce que sinon on va dire que je ne suis pas un bon citoyen. Le candidat communiste n'est pas venu seul, son épouse était à ses côtés. Bras dessus, bras dessous également pour Jean-Pierre Chevènement. C'est tout sourire que le candidat du pôle républicain a déposé son bulletin dans l'urne dans la salle des fêtes de Belfort. Alain Madelin, lui, était avec sa mère et c'est à Redon, en Ille-et-Vilaine, que le candidat libéral a voté. Bien, allez, c'est ça maintenant. Merci. Oui, pas de problème. Un peu étourdi, Daniel Gluckstein, enveloppe à la main, il a tout de même fini par glisser son bulletin dans l'urne. Le candidat du Parti des Travailleurs votait à Montreuil, en région parisienne. Un autre étourdi, cette fois-ci à Saint-Cloud. Il s'agit de Jean-Marie Le Pen qui a oublié de signer sa carte d'électeur. Aussitôt dit, aussitôt fait pour le candidat du Front National. Décontracté, Olivier Besancenot, le candidat de la LCR, a fait comme tout le monde la queue dans cette école du 18e arrondissement de Paris. Bonjour monsieur. Alors on va voter pour vous ou pas? Ah ça vous regarde monsieur. Corinne Lepage, elle aussi, votait à Paris dans le 8e. Si la candidate de Cap 21 a choisi de porter un tailleur rose, Christine Boutin, elle, a tout misé sur le vert. Et de bise en bise, la candidate de la famille a fini par atteindre l'urne. C'est vous qui êtes le corvée cette fois-ci. Ben oui, mais que sinon. À voter. Voilà. Il s'agit de monsieur Maigret, Bruno, André, Alexandre. Le candidat du mouvement national républicain est élu à Marseille, une ville dont il est conseiller municipal. À voter. 65. C'est à moi à le dire. Ah pardon. François Bayrou, pressé de mettre son bulletin dans l'urne, le candidat centriste se trouvait lui à Pau. Enfin, une exception à ce défilé de candidats dans les bureaux de vote, Christiane Taubira, la seule à voter par procuration en Guyane. Mais pour ne pas bouder son plaisir, elle a accompagné sa fille. Elle passait dans l'isoloir pour la première fois. De ce dimanche 21 avril, on retiendra également ces quelques images ou ces petites histoires de citoyens qui se rendent aux urnes ou que l'on aide à aller voter. Julien Beaumont. Pour aller au bureau de vote. D'accord, donc j'arrive. Hein. Un taxi pour les urnes. C'est l'initiative de cet artisan de la Bastide d'Anjou dans l'Aude. Prix de la course 2 €, tarif unique, quelles que soient les distances, un geste plus citoyen que commercial. Et disons que comme ça, ils n'auront pas d'excuses de ne pas être allés voter avec un taxi pour pas cher, quoi. Pas d'excuses non plus à Niort. Allez-y madame, donnez-moi la main. Ici, c'est un bus municipal destiné aux personnes à mobilité réduite, un service gratuit. Moi, c'est pas loin, mais quand on marche pas bien, hein, on est content de trouver un véhicule pour le charger. Une navette qui a fonctionné toute la journée. Attention, une élection peut cacher un référendum. C'est le cas ici à Gamsheim, dans le Bas-Rhin. Des urnes devant les bureaux de vote. But de l'opération, donner son avis sur le passage des convois de déchets nucléaires en Alsace. Du confessionnal à l'isoloir, il n'y a qu'un pas, franchi par ces moines cisterciens dans les Flandres. 15 frères de l'abbaye du Mont-des-Cas sont sortis de leur retraite. Le vote dans un silence religieux. En Nouvelle-Calédonie, tâche facilitée pour les électeurs. Les 16 bulletins des candidats ont été regroupés par paquets. C'est ici que les résultats seront connus les premiers. La faute au décalage horaire, plus 9 heures avec la métropole. À voter. En dehors de la politique, l'actualité en France avec la fin des recherches au sommet du Mont Blanc qui ont été suspendues pour plusieurs semaines. Les secours avaient repris depuis ce matin. Le corps d'un skieur porté disparu a été retrouvé. Audrey Goutard, Benoît Guédret, Jean-Pierre Pasteur. Épuisés, les sauveteurs sont rapatriés sur Chamonix. L'hélicoptère ramène aussi le corps d'un seul des 4 skieurs ensevelis. Aucune recherche ne reprendra avant plusieurs semaines. Le danger est trop grand. Les secouristes ont dû renoncer à récupérer les autres corps. On était en bordure d'une crevasse, donc on ne peut pas trop bouger. On avait une tour de sérac au-dessus qui était assez dangereuse, en dessous aussi. Donc c'est pas des endroits où il faut rester trop longtemps, quoi. En principe, on ne passe pas à des endroits-là quand on est en montagne, quoi. On avait constamment un guetteur qui surveillait de l'eau du glacier et la face.
et le moindre bruit était angoissant. Le secteur est trop exposé et on ne peut pas se permettre de travailler 4 heures sous une barre de sérac. Les barres de sérac, ce sont d'immenses blocs de glace qui se détachent du manteau neigeux. On les voit ici, sur les lieux de l'accident. Ils provoquent des coulées meurtrières comme celle qui a enseveli les 4 skieurs. Si un 5e en a réchappé, c'est un miracle, disent les secouristes. Une enquête doit être diligentée pour comprendre les circonstances exactes du drame. Il s'agit en fait de voir si les victimes n'ont pas pris des risques inconsidérés en empruntant cet itinéraire. Retour à présent sur l'enquête concernant le crash de l'avion de tourisme à Milan. 3 Italiens, dont l'un était en affaire avec le pilote qui a percuté la tour Pirelli, ont été écroués à Nice. L'un de ces hommes est soupçonné d'avoir participé au déboire financier de l'homme d'affaires. Nathalie Jourdan, Frédéric Cerulli. L'homme parade. Je suis une vedette de cinéma. Sergio Landogno a du bagou. Truand italien en fuite sur la Côte d'Azur, il aurait commis de multiples escroqueries bancaires en France et en Italie. Au nombre de ses victimes, Luigi Fazzullo, le pilote qui a percuté la tour Pirelli à Milan. Selon la presse italienne, les 2 hommes étaient en affaires, mais leur dernière collaboration aurait coûté 1 700 000 € à Fazzullo. Jeudi dernier, le pilote relate sa mésaventure au commissariat de Côme juste avant de se cracher dans la tour. Landogno a-t-il contribué à la ruine du pilote ? Les faits qui lui sont reprochés à Nice ne permettent pas encore de le démontrer formellement, mais ils sont suffisants pour justifier sa mise en examen, ainsi que celle de 2 comparses pour blanchiment et escroquerie en bande organisée. Les 3 hommes ont été écroués. La situation au Proche-Orient, Ariel Sharon annonce officiellement la fin de la première phase de l'offensive israélienne avec le retrait de l'armée de Naplouse et d'une grande partie de Ramallah. Le secrétaire d'État Colin Powell s'est dit satisfait de cette décision. Ariel Sharon qui par ailleurs affirme qu'il n'est pas question d'évacuer les colonies juives de peuplement, notamment celles qui sont isolées. Après 3 semaines d'occupation, les chars israéliens ont donc quitté la nuit dernière Ramallah et Naplouse, mais ces 2 villes restent encerclées, ainsi que le quartier général de Yasser Arafat. Une dizaine de militants internationaux pro-palestiniens auraient réussi à rejoindre à l'intérieur du QG un groupe de pacifistes. Depuis ce matin, la population de Naplouse et de Ramallah commence à sortir des abris et à constater l'étendue des dégâts. À Ramallah, des prisonniers palestiniens ont été libérés. Agnès Varamian, Philippe Turpot. Un coup de ciseau sur les menottes en plastique et les voilà libres. Ce qui couvrait les yeux est porté désormais sur la tête, en signe de résistance. Une centaine de prisonniers sont déposés là, par l'armée. Moi, j'ai été détenu pendant 6 jours. Ils m'ont interrogé, mais ils n'ont rien retenu contre moi. Il n'y avait rien. Dans la ville, les chars étaient encore présents ce matin. Sur la place Manara, les voitures recommençaient à circuler en début d'après-midi. 22 jours après le début de l'offensive israélienne, les habitants ne voient pas dans ce retrait une quelconque solution. De la liberté? Mais il n'y a pas de liberté. On ne veut pas de paix, pas de liberté, on ne veut plus rien. On veut juste se battre. La blessure a été ouverte. Pour la soigner, il faut la fin de l'occupation. Là où l'armée a perquisitionné, les habitants de retour chez eux découvrent les dégâts. Ce banquier nous mène à son coffre-fort, explosé. Il affirme qu'il lui manque près de 5 700 € et les bijoux de sa femme. Quand on lui demande si des Palestiniens ont pu commettre ce vol, il raconte que sa femme de ménage était là et qu'elle a bien vu des soldats israéliens entrer. L'armée israélienne explique pour sa part que ces soldats avaient ordre de ne pas toucher aux biens des civils. Ce soir, Ramallah n'est pas redevenu une zone autonome. Le quartier général de Yasser Arafat sur la colline reste encerclé, toujours inaccessible. À Bethléem, maintenant, 3 semaines après le début de l'offensive israélienne, l'église de la Nativité est toujours assiégée. Des manifestants de toutes confessions ont été arrêtés à l'entrée de Bethléem en fin de matinée. Dorothée Lyrique, Christian Autain. Ils étaient plus de 300, pour la plupart religieux chrétiens ou musulmans. Ensemble, ils sont venus aux portes de Bethléem avec l'intention de franchir le barrage israélien pour aller prier à l'église de la Nativité où sont retranchés plus de 200 Palestiniens et une trentaine de religieux. Même s'il y a des combattants palestiniens qui sont réfugiés là-bas, ce n'est pas une excuse pour qui que ce soit, militaire ou pas, de transformer la basilique de la Nativité en un lieu de guerre. Les manifestants ne sont pas passés, Bethléem est toujours sous couvre-feu.
À 300 mètres de l'église de la Nativité, le père Amathéis contemple avec inquiétude la situation. Les chars israéliens encerclent étroitement la basilique et on entend des tirs sporadiques. Chaque jour, le père Amathéis parle avec l'un des pères franciscains assiégés. Eh bien, le père Ibrahim m'a semblé fatigué, même très fatigué. Il a un peu refusé de continuer à parler parce qu'il est fatigué. Il dit que la situation est très mauvaise et que ça fait quand même 3 semaines et que rien ne bouge. Les soldats israéliens bloquent tous les accès à l'église de la Nativité et empêchent tout ravitaillement aux assiégés qui depuis 2 jours n'ont ni vivres, ni eau courante, ni électricité. Le secteur de l'église de la Nativité reste une zone militaire interdite. L'armée israélienne poursuit sa guerre d'usure en attendant la reddition des quelques 200 Palestiniens. Retour à la soirée électorale présidentielle 2002. Dans un instant, nous retrouverons toute la rédaction de France 2 autour de David Pujadas et d'Olivier Mazerolle. Mais tout de suite, le dernier chiffre du taux d'abstention selon les estimations Ipsos. Ce chiffre se situe à 28,5%. Pierre Giacometti, vous représentez l'Institut de sondage Ipsos avec lequel nous travaillons. Apparemment, vos pronostics se situaient dans une bonne fourchette. Il y a bien désaffection des Français pour ce premier tour. Oui, c'est un niveau exceptionnel d'abstention, Béatrice, que nous enregistrons ce soir, 28,5%. Le précédent record est déjà bien ancien, 1969. À l'époque, l'abstention avait atteint 22,4%. Nous avions frôlé ce record en 1995 avec 21,6%. Et là, 28,5%. C'est un niveau d'abstention qui nous rapproche d'élections de moindre importance, entre guillemets. Les élections législatives de 97, nous étions aux environs de 30%. C'est dire à quel point ce soir l'élection présidentielle en a pris un coup sur sa capacité à continuer à être l'élection qui passionne tous les Français. Nous analyserons tous ces résultats tout au long de la soirée. En effet, merci Pierre. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite donc, présidentielle 2002, la soirée électorale de ce premier tour, les estimations, commentaires, débats et analyses jusque tard cette nuit.